Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à la maison de la radio, de la musique et du sport pour cette journée exceptionnelle. C'est la 4e édition de Demain le Sport. Le thème, vous l'avez vu, c'est le nouveau souffle. Ça tombe bien, parce qu'on a besoin de prendre l'air. Toute la journée, 15 conférences ici au Studio 104, ainsi qu'au foyer C de l'autre côté de la maison de la radio. Vous allez pouvoir rencontrer, écouter, vous motiver et avoir voilà, cet esprit sportif qui nous anime ici, qui les anime. Vous avez sûrement reconnu sur ces images des champions olympiques, des champions paralympiques, des champions du monde, mais ils sont aussi organisateurs de grands événements sportifs, ils sont chefs d'entreprise, ils sont bénévoles, ils sont sportifs du dimanche, ils sont tous des engagés de la cause, le sport, celui qui nous permet de vivre mieux, de vivre plus longtemps et surtout de vivre ensemble. C'est le thème de ces réunions annuelles ici à la Maison de la Radio avec France Télévisions et avec l'équipe. Et je vais vous demander, pour commencer, bien sûr, d'accueillir ceux et celles qui, aujourd'hui, ouvrent les portes de cette maison, la patronne de la Maison de la Radio et de la Musique et donc du sport pour cette journée, Madame Sybille Veil, le directeur général de l'équipe, Monsieur Rolf Heinz, et le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay. Ils arrivent. Sybille Veil, Rolf Heinz et Laurent-Éric Lelay. Madame la Présidente. Chère Nathalie. Bonjour. Bonjour. Chers athlètes, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir à la Maison de la Radio et de la Musique, rebaptisée Maison du Sport par Nathalie Yanetta pour cette 4e édition de Demain le Sport. Il y a donc 4 ans, en 2021, quand avec nos partenaires de l'équipe et de France Télévisions, nous avons réfléchi donc à cet événement, on avait la conviction toute simple de se dire que le sport, c'est pas simplement des performances. C'est pas simplement des grands événements, parfois d'ailleurs des très grands, c'est aussi une force qui transforme la société, qui fait des citoyens, qui améliore la santé, qui améliore la cohésion, qui est un facteur d'égalité. C'est tout ça qui nous a motivés et je dois dire, on l'a tous vu pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est un moment qui fédère le pays, j'allais dire qu'on en a quand même, on aurait même besoin aujourd'hui. C'est un moment qui nous a permis de partager des émotions qui resteront gravées dans nos mémoires, qui nous a apporté un souffle qu'on a envie de retrouver. Et pour ça, tous les acteurs sont importants, que ce soit les clubs, les fédérations, les médias qui racontent l'histoire de ces sportifs et les émotions autour, les citoyens, chacun d'entre vous. Et donc je suis très heureuse que cette journée de réflexion, ce nouveau souffle qu'on veut impulser, ça se fasse ici, à Radio France, qui est un lieu où on pense les transformations de la société. Et j'ai envie de dire tout simplement, il faut que ce soit la maison de la France qui gagne. On en a besoin aujourd'hui. Je voulais aussi saluer Marie Barsac, qui était ministre encore des Sports, très engagée encore il y a quelques jours, qui est avec nous comme citoyenne. Et c'est important, la continuité des engagements. Je voulais remercier bien évidemment tous nos partenaires qui rendent cet événement possible, toutes les équipes. Chère Nathalie, je les remercie à travers toi. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je laisse les 2 partenaires sans lesquels cet événement ne serait pas ce qu'il est, donc l'équipe et France Télévisions. Cher Rolf, à vous. C'est à moi finalement. Vas-y. Merci Sybille, merci Madame la Présidente de nous accueillir dans votre formidable Maison du Sport, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est un rendez-vous qui est très important, auquel France Télévisions est fière d'être associée depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'en préparant cette journée, on se rappelle tous, que vous l'avez cité Sybille, les Jeux Olympiques, qui finalement c'était qu'il y a 1 an. Mais pour beaucoup, ça paraît si loin. Et quand on a défini le thème, Nathalie, de ce nouveau souffle, on n'imaginait peut-être pas si bien tomber.
On avait quand même une petite intuition. Hein, je vois ton intuition politique très, très forte, mais pour en rester au sport, le sport, bien évidemment, a besoin de ce nouveau souffle, de ces nouveaux souffles. Et on parle beaucoup d'héritage, je dirais, des Jeux Olympiques. Et moi, je pense que l'héritage, c'est aussi à nous de le construire, nous, médias, pour vous accompagner, vous sportifs, vous fédérations, comme on le fait depuis de nombreuses années et comme on va continuer à le faire pour donner ce nouveau souffle au sport français. On a déjà plein de projets, on va en parler dans quelques instants avec notamment les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, mais il y en a beaucoup d'autres et on est très fiers de pouvoir accueillir tous ces débats aujourd'hui autour de ces nouveaux souffles. Merci Laurent-Éric. Rolf ? Bonjour, bienvenue aussi de mon côté groupe L'Équipe, à cette journée Demain le sport. Alors, cette journée, elle représente bien ce qu'est l'Équipe aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Hein. L'Équipe est d'abord la maison des championnes et des champions. Nous racontons leurs victoires, leurs exploits, leurs défaites, leurs joies et leurs doutes, bien sûr leur compétition et leur sport, mais leur vie comme sportif aussi. Tout ça, c'est de l'émotion, c'est beaucoup de plaisir, c'est du partage, de réflexion. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui dans la quinzaine de tables rondes et de masterclass tout au long de cette journée. Ensuite, l'Équipe est aussi le média qui place le sport au cœur de notre société. Quel est l'impact, quel est le rôle du sport dans l'économie, dans l'emploi, par rapport aux questions d'environnement, d'éducation, de la santé, comment et pourquoi le sport est un formidable vecteur d'inclusion et aussi l'un des derniers repères transgénérationnels. Tous ces sujets, nous allons les aborder tout au long de cette journée. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué aux tables rondes, à organiser tout cela. Et tous ces sujets, c'est des sujets aussi qui vivent dans les médias, dans les publications du groupe L'Équipe. Alors, merci beaucoup, chère Sybille, pour l'accueil et tout l'engagement de toutes les équipes de Radio France pour faire vivre cette journée dans ce magnifique lieu ici. Merci Laurent-Éric pour l'accompagnement de France Télévisions, la médiatisation de l'événement. Elle est très importante. Et un grand merci à nos partenaires premium, Matmut et Actual, pour votre soutien, pour nous accompagner, avoir permis de construire cette journée au service de notre passion. Très belle journée à toutes et tous. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous demander d'accueillir, si vous le voulez bien, la patronne du sport français, du Comité national olympique, Madame Amélie Oudéa-Castéra, la patronne du Comité paralympique français, Marie-Amélie Le Fur, le patron de la haute performance à l'Agence nationale du sport français, Yann Cuchera, et le nouveau patron du COJO Alpes 2030, Monsieur Edgar Gros-Piron. Bonjour tous les quatre, installez-vous, vous prenez les micros que vous voulez et vous vous installez où vous le souhaitez. Amélie, Marie-Amélie, Yann, Edgar, bonjour Edgar. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mon cher Edgar, mais pendant 4 ans, Tony Estanguet était le parrain de cette édition. Vous allez donc venir tous les ans. Jusqu'en 2030, puisque vous êtes le nouveau patron de ces futurs Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en 2030. On va en parler avec vous. On l'a dit, Marie-Amélie, Yann et Amélie, c'est une période très compliquée, politiquement parlant. Nous sommes en plein dedans. Et économiquement, plus encore, si je puis dire. Amélie Oudéa-Castéra, vous avez été ministre des Sports, vous êtes aujourd'hui à la tête du sport français. On a un problème de budget, Madame la Présidente. Comment est-ce qu'on peut gagner des arbitrages dans un climat à la fois politique et économique aussi compliqué, parce que le sport français, c'est 0,1% seulement du budget de l'État. On lui demande encore de faire des efforts.
Et sauf qu'on ne peut pas demander plus à ceux qui font déjà beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le contexte, il est vraiment difficile. Il est difficile pour l'ensemble du pays. Je crois qu'il faut qu'on soit évidemment lucide sur les difficultés budgétaires. Mais clairement, les orientations qui ont été prises ces derniers mois ne sont pas acceptables. Je crois qu'il faut le rappeler, le budget des sports en 2025 avait baissé de l'ordre de 6 à 7%. On a eu en gestion 2025, pendant l'année 2025, beaucoup de décisions qui malheureusement ont contracté les moyens du sport. Il y a eu l'annulation de la réserve budgétaire du ministère, il y a eu malheureusement l'annulation des reports de crédit équipement pour l'agence, il y a eu des gels, il y a eu des surgels budgétaires que Marie Barsac, à la tête du ministère des Sports, a géré le mieux qu'elle pouvait, mais avec quand même des décisions qui malheureusement ont pénalisé sévèrement les clubs et dont aujourd'hui on voit l'impact négatif. Je pense à la suppression du passeport pour les 6-13 ans, qui est vraiment une décision qui a été prise, elle l'avait dit Marie, à contre-cœur. Aujourd'hui, on voit qu'on a moins 20% de licenciés de 6 à 13 ans dans les grandes municipalités, par exemple comme Toulouse, qui sont pourtant très sportives. On a en plus des baisses de services civiques. Donc en fait, si on met tout ça bout à bout, c'est pratiquement 300 millions d'euros qui ont été rendus par le monde du sport, soit près de 50% de ces moyens en cours d'année. Donc on s'est battu très fortement avec Marie-Amélie pour faire en sorte que dans la copie budgétaire, et ces dernières semaines, elle s'était beaucoup bonifiée. Les arbitrages commençaient à redevenir un petit peu plus acceptables parce que, à un moment, la copie, en fait, pénalisait le sport comme le deuxième budget le plus sévèrement impacté de toute la copie du gouvernement. Et ça, c'était proprement inacceptable. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Donc, des argumentaires. Rappeler que le sport est un investissement. Que quand on met 1 euro dans le sport, c'est 13 euros économisés par la collectivité sur toute une série de dépenses de santé, de bien-être, liées à notre environnement de vie, liées même à l'échec scolaire ou à la prévention de la délinquance et des violences. Il faut qu'on rappelle qu'à un moment où la situation est si compliquée, on doit avoir une exigence sur l'efficacité de la dépense publique et que le sport est une dépense très efficace. Quand on regarde aujourd'hui les budgets sociaux, je voudrais juste citer, Nathalie, cet exemple, parce que on a des expérimentations qui montrent qu'aujourd'hui, quand on a par exemple des patients qui ont eu des maladies cardiovasculaires, de les remettre avec de l'activité physique adaptée, c'est beaucoup plus efficace que de continuer à payer des paniers de soins, etc. Donc on voit que quand on active cette approche sur nos dépenses de santé avec une vraie dimension de prévention, on peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut continuer, tout en disant que le sport, bien sûr, doit continuer à moderniser ses modèles économiques, s'ouvrir à des partenaires et des mécènes, et j'y travaille ardemment en ce moment. C'est encore plus vrai, Marie-Amélie, pour le sport para. C'est cette promesse, d'une certaine manière, de Jeux paralympiques qui allait tout changer et qui n'a pas été tenue. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je dissocierais peut-être 2 sujets, c'est-à-dire tout ce que vient de nous présenter la présidente du CNOSF sur le coup de massue qu'on a pris collectivement, effectivement, derrière les Jeux ou dans les semaines qui ont suivi la clôture des Jeux paralympiques. On a eu ces premières annonces de baisse du budget et ça n'a fait que augmenter durant l'année 2025. Par contre, pour ma part, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'héritage des Jeux paralympiques. Ce serait en fait avoir une fausse vision de dire que comme on a un budget qui est en baisse sur l'année 2025, il ne reste rien de ces Jeux paralympiques de 2024. Il reste quelque chose d'extraordinaire, c'est une transition du mouvement sportif. Et je pense que depuis 2017, c'est quelque chose qu'on observe collectivement, c'est qu'on a un mouvement sportif qui a appris à se transformer, qui a appris à mieux répondre aux besoins des Françaises et des Français en termes de pratiques sportives. Et on a vu que là où on avait un sport français qui était souvent tourné sur la discipline olympique, sur la compétition, de plus en plus, on a vu émerger la question du sport santé, la question du sport jeunesse et même des baby-sections, et nous concernant bien évidemment la question du parasport. Donc il y a une vraie dynamique
du mouvement sportif en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et je pense qu'il est de notre responsabilité collective d'entretenir cette dynamique-là. Et cette dynamique, elle doit s'entretenir avec le mouvement sportif en premier lieu, mais elle doit aussi s'entretenir avec énormément d'acteurs qui font la politique publique du sport au quotidien, c'est-à-dire les collectivités. Et à un moment donné, accompagner le sport, bien évidemment, c'est lui donner des crédits financiers, mais c'est aussi dans le dialogue de gestion, dans le dialogue relationnel avec les associations que vous pouvez accompagner sa transition. Et puis c'est aussi d'autres acteurs absolument essentiels, comme les acteurs de la santé. Et demain, si on a des médecins qui encouragent beaucoup plus à la pratique sportive, notamment des personnes en situation de handicap, on va avoir une vraie transition. Et ça rejoint en fait ce que disait la présidente du Comité national olympique, ce sont toutes les externalités positives du sport et donc ce 1 pour 13. Et nous concernant, si moi je devais résumer en un mot, l'enjeu en termes de dynamique du parasport à très court terme, c'est toujours et encore l'enjeu de la formation et de la sensibilisation. Je pense qu'on en est encore là. Nous, c'est quelque chose que l'on porte au travers du programme Club Inclusif, où on souhaite sensibiliser les clubs en territoire à ne plus avoir peur d'accueillir une personne en situation de handicap. Et à un moment donné, on a bien progressé. Ça, c'est essentiel, Marie-Amélie, parce que s'il y a bien quelque chose que les Jeux paralympiques ont changé, c'est le regard. Et c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. En tout cas, les études menées par l'IPC nous le démontrent, c'est que il y a une étude en fait qui a été menée dans 11 pays à l'international sur l'impact qu'ont eu les Jeux de Paris 2024 sur la perception du handicap. Et quand on regarde dans ces 11 pays, dont la France, plus de 80% de personnes estiment qu'effectivement ce regard sur la personne en situation de handicap a changé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser la façon dont ce regard a changé. C'est qu'en fait, grâce aux Jeux paralympiques, grâce à cette performance sportive, les personnes qui regardent les Jeux paralympiques comprennent que les personnes en situation de handicap possèdent des compétences et possèdent des habiletés. Donc en fait, quand on regarde les Jeux paralympiques, on comprend que dès l'instant qu'il y a un environnement qui est capacitant, un environnement qui est adapté à la personne en situation de handicap, elles sont capables de choses extraordinaires. Et donc si on l'extrapole, c'est de comprendre que demain, quand notre société, quand notre école, quand nos entreprises favoriseront des environnements capacitants, avec un management adapté, avec des postes de travail qui seront adaptés, eh bien la personne en situation de handicap, elle sera capable de produire cette performance. Et c'est ce message-là qu'envoient les Jeux paralympiques, et c'est pour ça qu'on est, nous, très attachés à sa visibilité, à sa médiatisation, parce que déjà, d'une, c'est une reconnaissance pour des athlètes paralympiques qui s'entraînent au quotidien, et je pense que Yann le sait, le mesure, puisqu'il les rencontre régulièrement, mais à un moment donné, c'est aussi opérer en fait une vraie transition de notre société. Donc là, on est vraiment sur un sport à impact qui va permettre petit à petit d'aller vers cette société plus inclusive, où le regard il est positif, où le regard il est plus porté sur la situation de handicap, mais où il est bien porté sur les compétences et capacités des personnes en situation de handicap. Et il y a cet accès qu'on nous avait aussi vanté dans l'héritage, et c'était aussi pour ça qu'il fallait organiser des Jeux paralympiques parfaits, comme ça a été le cas l'été dernier, pour que si on a un enfant en situation de handicap, il puisse choisir un sport et pouvoir aller le pratiquer au même titre que ses petits camarades. Cet accès-là au club et l'accessibilité, Marie-Amélie, nous en sommes où ? Il a progressé. Il a progressé parce que quand on regarde les statistiques, un petit peu les données, et c'est pas simple d'avoir de la donnée sur le parasport, ces dernières années, on a eu un doublement des structures qui se référencent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. Donc quand je vous dis ça, c'est très positif. Par contre, si on prend un effet un peu macro, c'est 5500 clubs sur 180 000 dans nos territoires. Donc on voit que c'est encore trop peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça touche une grande diversité de fédérations. Donc c'est assez paradoxal puisque nous, au Comité paralympique, on a 50 fédérations qui sont membres, mais dans notre programme Club Inclusif, qui est ce programme de sensibilisation des clubs dont je vous parlais tout à l'heure, il y a plus de 90 fédérations qui ont émargé. Donc on est très proche en fait de quasiment toutes les fédérations françaises. Donc ça démontre bien qu'il y a une envie, il y a une volonté des clubs de mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Et encore une fois, ça passe par cette sensibilisation. Après, pour moi, il y a un enjeu. Et Edgar, c'est peut-être un défi que j'ai envie qu'on réussisse tous les deux. Enfin, pas que tous les deux, mais en tout cas, voilà, avec nos convictions, à deux déjà, c'est bien. Avec nos convictions réunies, c'est
cette transition de l'éducation nationale. Parce que s'il y a quelque chose qu'on constate actuellement, c'est que oui, le mouvement sportif est en train de faire sa transition. Oui, beaucoup de personnes et d'enfants en situation de handicap sont en train de comprendre qu'ils peuvent faire du sport et que ça doit faire partie de leur parcours de vie. Par contre, on se rend compte qu'au moment de l'école, il y a encore beaucoup trop de dispenses des jeunes en situation de handicap. Et cette dispense, elle n'est pas acceptable. Alors que les outils existent, c'est-à-dire que les outils de formation pour les professeurs de PS sont présents, les outils pédagogiques pour les enseignants à l'école élémentaire existent, mais bien trop souvent, on va avoir des parents qui vont solliciter la dispense. Et là, on a une réponse qui est très simple, c'est le certificat d'aptitude partielle. Encore une fois, on ne part pas du principe que la personne en situation de handicap, elle ne sait rien faire. Ce n'est pas possible. Elle fait juste les choses différemment avec certaines limitations. Et demain, si le corps médical est capable de remplir ces certificats en donnant une ligne guide à l'enseignant, au professeur de PS, eh bien, nous aurons une pratique effective du sport à l'école pour les jeunes en situation de handicap, et derrière c'est une passerelle qui sera facilitée vers le club, et pas forcément pour la compétition, pas forcément pour les Jeux paralympiques, mais à minima pour des enjeux tout simplement qui sont les enjeux du sport, c'est-à-dire le bien-être physique, le bien-être mental, l'inclusion, voilà. Mais pour ça il va falloir qu'on se batte sur ce certificat d'aptitude partielle. Voilà, le combat est donné, Edgar, ce matin pour notre vision vers les Jeux de 2030. Edgar, ça vous fait un truc en plus à cocher sur votre feuille de route pour Alpes 2030. On va bien sûr parler de l'organisation de ces Jeux, mais il y a les Jeux paralympiques que vous allez aussi organiser. Et ça, c'est un énorme défi pour les sportifs d'hiver, on va dire. On sait, on le verra à l'aune de Milan-Cortina 2026. La délégation paralympique, elle est beaucoup plus petite que la délégation olympique. On est encore très très loin de ce que, pour le coup, les olympiques et paralympiques d'été ont réussi à faire. Ça, c'est un défi majeur pour vous, Edgar Gros-Piron. Oui, Nathalie, d'abord, permettez-moi de saluer le travail qu'a fait Marie-Amélie en faveur, justement, que des femmes, vous avez remarqué. Pour défendre exactement, mais le combat de ces grandes dames pour la défense des intérêts du sport, c'est majeur parce qu'on le voit bien, le sport, sous toutes ses formes, est une solution extrêmement efficace pour lutter contre l'obésité, pour faire en sorte, je vais le dire positivement, pour faire en sorte que les gens, quel que soit leur âge, soient bien dans leur peau, bien dans leur vie, bien dans leur basket, bien dans leur tête, bien dans leur couple, bien dans leur job. Et cet outil-là, on ne peut pas dégrader effectivement les finances du sport parce que ce serait limiter les moyens que vous avez pour faire en sorte que les jeux là-dedans, ils jouent un rôle, évidemment, mais plus un rôle de vitrine, plus un rôle de laboratoire, un rôle qui, on l'a vu avec les Jeux de Paris 2024 et on le verra avec les Jeux des Alpes 2030, met en lumière, et une lumière quand même, c'est vrai, assez importante, met en lumière non seulement votre travail, votre engagement, mais aussi la nécessité de faire du sport, de voir des gens des athlètes, qui, tous différents d'ailleurs, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, des athlètes tous différents, qui ont des histoires différentes, nous démontrent que parce qu'ils défendent un certain idéal, parce qu'ils ont des ambitions, parce qu'ils se fixent des objectifs, parce qu'ils bâtissent des projets de vie, eh bien, traversent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Puis évidemment, plus les ambitions sont élevées, plus les problèmes à résoudre sont importants. Mais il nous montre, je crois que Mme Veil l'a dit tout à l'heure en parlant de l'esprit de la gagne, la France qui gagne, il nous montre que c'est possible et c'est ça qui est important. Et dans cet esprit de la gagne, c'est la gagne, mais pas la gagne facile. Ça fait partie aussi de l'ambition d'Alpes 2030, avec des sites qui sont parmi les plus exigeants qu'on puisse trouver, parce qu'aller chercher une médaille dans les Alpes, c'est peut-être plus difficile que, on ne citera pas d'autres pays organisateurs de jeux d'hiver, mais que dans d'autres structures. Ça aussi, ça fait partie de votre ambition en tant que patron du comité d'organisation. Vous avez eu la chance
d'être médaillé chez vous, à Albertville. C'était en 92, Edgar, vous ne les faites pas, mon cher ami, nous non plus. Ça change tout. La chance et le mérite. Ouais, ça change tout, ça aussi. D'avoir cette ambition pour les champions olympiques et paralympiques qui s'aligneront dans 5 ans. La gagne, c'est jamais simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple, les gars. Non, c'est jamais facile, puisque je vois des jeunes au premier rang et sans doute derrière aussi, mais ça nous confronte en fait à nous-mêmes. D'avoir des ambitions, ça nous confronte à nos complexes, ça nous confronte à nos freins, à nos limites. Mais le fait de dépasser tous les jours ces limites ou de s'approprier un petit peu plus ces complexes pour que ça ne nous empêche pas d'avancer, c'est ça la gagne. Ouais, c'est pas le résultat, c'est le chemin que vous faites et qui fait que du point A au point B, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait parce que vous avez progressé, avancé en respectant les valeurs qui sont les vôtres. C'est ça la gagne. C'est ça, avoir de l'ambition, ça c'est votre mission, Yann Cucherat. À l'Agence nationale du sport, vous êtes en charge de la haute performance. Avant vous, Claude Onesta avait fixé, on s'en souvient, ces fameuses médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze pour les équipes de France qui se sont engagées. Ça a été un pari réussi. C'est à vous maintenant de réussir le pari Alpes 2030 pour les sportifs de haut niveau. Comment est-ce que vous envisagez cette haute performance? Comment est-ce que vous l'appréhendez et quels sont les moyens que vous allez mettre au service de ces championnes et ces champions qui vont s'engager et préparer ces Jeux? Les moyens, ils sont nombreux et effectivement, on ne part pas d'une page blanche. Quand Claude Onesta avait été missionné pour transformer le modèle du sport français, c'était évidemment en lien avec les Jeux de Paris 2024 et dans un temps court, il a fallu transformer, changer des habitudes. Et je l'ai accompagné les dernières années avec cette volonté forte de trouver des solutions adaptées pour les fédérations, pour les athlètes, pour les entraîneurs, pour qu'au quotidien, ils puissent être dans des meilleures conditions de réussite. Par contre, on s'est toujours fixé comme objectif que Paris 2024 devait être un accélérateur, nous permettre de gagner des moyens supplémentaires, d'aller plus vite. Et aux côtés de Marie-Amélie, à l'époque, on a réussi à gagner des batailles très importantes, mais c'était un accélérateur et pas un point de départ. Tout commence à partir de maintenant, au lendemain des Jeux. Comment on va réussir à capitaliser, transformer toutes les réussites qu'on a mis du temps à accumuler pour justement être au rendez-vous de cette performance. Et je crois qu'on a réussi collectivement, avec le comité olympique, avec le comité paralympique, avec l'État, avec les établissements, avec les fédérations, avec les athlètes, les entraîneurs, à trouver d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de collaboration pour agir en complémentarité, pour que chacun, dans ses responsabilités respectives, on définisse bien le rôle qui a été attribué à chacun et qu'on mette les moyens dans une forme de pot commun. Et je le vois qu'à travers le dispositif Gagner en France qu'on avait porté, qui fédérait tous ces acteurs-là, on a réussi vraiment à travailler sur les gains marginaux, sur le home advantage, et on le transforme aujourd'hui sur ce qu'on a appelé le Gagner aux Jeux, pour les Jeux de Milan-Cortina, pour Los Angeles, et évidemment avec le comité d'organisation pour les Alpes 2030. Voilà, donc je crois qu'on a réussi à gagner des batailles budgétaires. On n'a jamais eu autant de moyens sur la haute performance que ce qu'on a eu à Paris 2024. On est environ à 114 millions d'euros. C'était le record. On partait de 80 millions d'euros en 2019. Et du coup, là, vous êtes inquiet, Yann ? J'ai réussi quand même en 2025 à avoir le même budget, ce qui était déjà une prouesse en soi, puisque l'année 2025 était budgétairement compliquée. C'est vrai qu'on est un peu plus dans l'expectative 2026, mais que ce soit avec ma présidente d'agence, que ce soit avec le mouvement sportif ou avec l'État, on a un dialogue assez poussé et on a vu à quel point la réussite des équipes de France fédère tout un pays, donne du bonheur aux gens, et je crois qu'aujourd'hui, peu ont envie d'abîmer tout ce qu'on a mis en place, notamment avec le rendez-vous des Alpes 2030. Amélie, l'une des grandes réussites aussi complémentaires sur les Jeux d'hiver. Oui, une des grandes réussites de Paris 2024, ça a été aussi que les athlètes ont pris toute leur place à la fois avant l'organisation et puis pendant et aussi après. Ça, c'est aussi votre défi maintenant que vous êtes patronne du sport français, de remettre les athlètes d'hiver, certes, au cœur de cette ambition olympique. Absolument. Pour nous, c'est fondamental et ça, on a complètement ça en partage avec tous les acteurs du projet.
On a beaucoup travaillé justement ces dernières semaines pour faire en sorte que, à la fois, on ait des représentants du mouvement paralympique, du mouvement olympique complètement ensemble pour innerver ce projet des Alpes 2030 avec une commission des athlètes, avec des athlètes qui vont être en partie désignés par le COJOP, avec des acteurs qui sont en partie élus par leurs pairs et une volonté d'embarquer absolument toute la communauté. On aura d'ailleurs vendredi un moment important, puisqu'on fait un Media Day sur la préparation collective pour les Jeux de Milan. Moi, je trouve que l'endroit est bien choisi. On a un forum des athlètes avec différents ateliers qui nous permettra d'embarquer complètement la délégation, de parler des Jeux de 2030 et de tout le dispositif qu'on met en place à la fois pour réussir Milan, dont on fera un bon bilan, et ensuite réussir notre horizon sportif des Jeux des Alpes 2030. Moi, Nathalie, j'aimerais rebondir sur ce que Marie-Amélie a dit tout à l'heure, parce que tu m'as lancé tout de suite sur la partie la plus difficile du moment, qui est cette question budgétaire et qui nous préoccupe tous, et on est tous tiraillés parce qu'on veut défendre les intérêts du sport. En même temps, on est conscient que la situation est compliquée. Donc, ce qu'on demande, c'est plus de justesse. C'est quelque chose qui soit plus proportionné, et c'est quelque chose qui tiennent compte des engagements qui ont été pris au titre de l'héritage et du fait, tu l'as rappelé, que quand on tape trop fort sur le sport, on lui fait très très mal sans résoudre rien à l'équation globale des finances publiques pour le pays. Mais je veux dire que, en dépit de ces vents défavorables, de ces vents adverses, oui, tous ensemble, on a continué à avancer sur l'héritage. Et il y a des choses qui sont positives. Moi, je voudrais prendre 3 thèmes. Le premier thème, c'est celui de la jeunesse, qui est probablement le plus important de tous. Là, on sait qu'il y a des dispositifs qui ont été déployés. Je pense aux 30 minutes d'activité physique quotidienne. Je pense aussi à nos hauts potentiels sportifs, pour revenir à la question des athlètes, parce que nos hauts potentiels, il y a une multiplication par 3 des places pour eux en sport-études, pour leur permettre de vivre leur passion pour un sport en plus de leurs études. Sur les équipements, on a fait quand même sortir de terre plus de 6000 équipements de proximité. Ça n'avait jamais été fait par le passé. Et plus largement, la pratique, on a 3,5 millions de pratiquants sportifs supplémentaires. On a aujourd'hui des fédérations, je pense au badminton, à l'escrime, au tennis de table, où il y a des progressions de licenciés de 15 à 20%. Et au total, on dépasse aujourd'hui les 17 millions de licenciés dans notre pays. Donc il faut qu'on soit conscient de tout ça, de la force de notre modèle sportif. Et sans parler, bien sûr, de la validation par les Jeux de Paris 2024, de tout ce qu'on a construit sur la haute performance. Ça, c'est un socle, en plus du fait d'être capable d'organiser des grands événements, c'est un socle extraordinaire qui doit donner au monde du sport une fierté, une confiance. Donc, on est maintenant très combatif sur le sujet des moyens et on veut, c'est le thème d'aujourd'hui, mettre ce nouveau souffle pour aller plus loin. Parce que ce que j'évoque sur l'héritage, on ne peut pas s'en contenter. Il faut qu'on aille plus vite, plus loin, plus fort, y compris sur les 3 thèmes que j'ai évoqués, la jeunesse, les équipements, le développement de la pratique et le soutien à nos clubs et nos bénévoles. La jeunesse, c'est évidemment au cœur de votre ambition. Marie-Amélie, gardez-le ce micro, ce sera plus simple. Oui, je crois que la jeunesse est au cœur de notre ambition, comme le rappelait Amélie. Et pour ça, on a de beaux legs de Paris 2024. Et je pense qu'un des premiers legs, c'est cette semaine olympique et paralympique qui a été instituée dès la phase de candidature de Paris 2024, où voilà, chaque année, pendant une semaine, on va aller irriguer toutes les écoles de France des valeurs olympiques et paralympiques. Et nous, on a vu effectivement au fil des années le nombre de projets parasportifs monter en flèche dans cette semaine olympique et paralympique, à tel point que sur les dernières années, on était à plus de 90% des projets qui comportaient une valence paralympique. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on est toujours sur la même dynamique, on est toujours sur la même thématique, c'est celle du changement sociétal. Ce changement qui doit permettre que demain, toute personne qui n'est pas porteuse de handicap, toute personne qui n'a pas l'habitude d'être en relation avec les personnes en situation de handicap, deviennent à l'aise avec ce sujet-là. Parce que ce malaise vis-à-vis de la personne en situation de handicap, c'est ce qui vient totalement en fait verrouiller notre société. Je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas comment manager. Demain, je dis dès le plus jeune âge, on rencontre la personne en situation de handicap, on nous parle de la situation de handicap, on vit la situation de handicap, parce que c'est aussi ça le thème de la SOP, c'est de le faire de façon ludique, parce qu'on le fait par le prisme du sport, parce qu'on le fait par le prisme de la performance.
Donc ça permet d'aborder un sujet d'enjeu sociétal très fort, mais de façon, j'ai envie de dire, un petit peu légère. Donc ça, c'est une vraie dynamique qu'on doit collectivement entretenir. Et moi, il y a quelque chose à laquelle je suis particulièrement aussi attachée, c'est celle, et ça avait été annoncé par Amélie lorsqu'elle était ministre des Sports, le fait qu'au niveau du cycle 2, que chaque collégien puisse avoir un cycle de parasport. Et donc ça veut dire que voilà, à un moment dans l'année, à un moment de votre collège, et ben pendant 10 séances, on va vous enseigner un parasport, on va vous enseigner la boccia, on va vous enseigner le volley assis. Donc, vous avez un apprentissage sur une motricité différentielle, une motricité nouvelle, mais vous avez surtout un apprentissage qui va être citoyen, parce qu'il va être en lien avec la personne en situation de handicap. Et maintenant que les contenus pédagogiques, il existent, qu'est-ce qu'on attend concrètement pour le mettre en œuvre ? Voilà. Donc je pense que c'est aussi des petites choses simples, c'est des petits outils. Tout ça, ça coûte absolument pas d'argent. Donc arrêtons aussi des fois de se cacher totalement derrière le budget. Oui. La dynamique, elle peut continuer à être véritable, elle peut continuer à être vertueuse. Les outils existent. Maintenant, il faut juste le courage individuel, le courage politique. Et la volonté. Pour que tout ça soit mis en œuvre. La volonté. Et la volonté, en fait, elle doit se trouver à tous les échelons. Elle doit partir, bien évidemment, de l'État. Et je fais peut-être un petit pas de côté, mais juste remercier, nous, le soutien qu'on a eu de la part du ministère ces dernières années. Ça a commencé, bien évidemment, avec Amélie, avec Roxana avant, ça s'est poursuivi sur les ministres suivants, en terminant par Marie Barsac. Voilà. Et ce soutien, il est considérable, parce que c'est des moyens qui ont été donnés au mouvement parasportif pour assumer sa transition et assurer sa transition. C'est des moyens qui ont été donnés à la haute performance. Et Yann ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans cette rénovation du sport de haut niveau, et notamment sur le sport paralympique, les moyens ont été quadruplés. Et donc là, vous donnez les moyens à un écosystème de répondre à ces enjeux. Donc on doit continuer et faire perdurer cette dynamique. Il nous reste très peu de temps, donc je voudrais que vous nous fassiez un peu rêver, Edgar, sur ces Jeux 2030. On a parlé de l'ambition. Est-ce qu'on peut dire que vous voulez des Jeux spectaculaires, populaire, accessible, et puis aussi écologiquement extrêmement exigeant, parce qu'on sait que c'est aussi l'avenir de la montagne qui se joue lorsque l'on fait des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Oui, effectivement, et ce que tu dis, ça correspond à la dynamique, tout simplement, de société dans laquelle, et aux attentes de la société dans laquelle nous sommes. Effectivement, on veut des Jeux spectaculaires. Et le théâtre dans lequel vont se dérouler ces Jeux olympiques, les Alpes françaises, est juste exceptionnel. Mais on veut le mettre en valeur, effectivement. Paris a magnifié les monuments. Nous allons magnifier nos sommets, nos vallées également. On veut pour ça faire des Jeux exceptionnels et très spectaculaires. Les Jeux spectaculaires, c'est aussi des sites de compétition, des pistes extrêmement exigeantes. Et là encore, ce qui est important, je vais revenir sur cet esprit de la gagne, c'est qu'on ne veut pas mettre des pistes très exigeantes pour simplement le spectacle, mais pour que les athlètes qui vont courir sur ces pistes puissent être fiers d'avoir fait des grandes performances sur des terrains exigeants. C'est aussi ça, les Jeux Olympiques. Les deux plus grandes descentes, par exemple, on va le dire, Courchevel et Val d'Isère, par exemple. Les Jeux Olympiques, ça doit se faire sur les plus beaux terrains. Nous avons la chance de pouvoir offrir aux athlètes, aux meilleurs athlètes du monde, les terrains les plus exigeants du monde. Donc ne passons pas à côté de ça. C'est aussi ça qui fait la qualité de la performance, la beauté du spectacle et la fierté des athlètes. Donc on veut pour ça, effectivement, des Jeux spectaculaires. Et puis on veut des Jeux festifs, parce que c'est une fête. Les Jeux Olympiques, c'est d'abord et avant tout une grande fête, et on la veut évidemment populaire, cette fête. Donc on veut pouvoir embarquer toute la France et le monde entier derrière ces Jeux. Et des supporters et de l'ambiance dans les stades, et un peu cette ferveur et ce vivre ensemble. Exactement. Qu'on a tant aimé, l'été dernier. Et on voit que ça repose aussi sur les performances de nos athlètes, sans vouloir mettre de pression à personne ici, mais c'est vrai que la performance des athlètes ça compte. de la nation est déterminante
pour la qualité, voilà, l'engouement, l'engagement. Mais nous, effectivement, dans les stades, dans les tribunes, on va créer aussi l'ambiance et on va faire en sorte que ces jeux soient festifs, mais pas uniquement dans les stades, mais également en dehors des stades. Et puis on veut que ces jeux soient populaires. Et là, effectivement, on veut pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir accès, puissent venir voir. Alors ça va jouer sur le prix des billets, mais ça va jouer aussi sur d'autres sujets que je ne peux pas encore exposer maintenant parce que c'est un peu tôt. Mais on a à l'esprit, effectivement, de faire ces jeux. Et pour revenir aussi sur la jeunesse, on parlait de la génération 2024, nous on va parler de la génération 2030. On a comme ambition pour ces jeux, comme vision pour ces jeux, d'utiliser 2030, les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques, dans les Alpes françaises de 2030, comme d'une plateforme pour dessiner ce que sera la montagne de 2050. Et donc on doit le faire pour la génération 2030, parce que 2050 pour nous, c'est pas juste une date, c'est pas juste un projet, c'est un rendez-vous. Et on veut donner rendez-vous à cette jeunesse en 2050, et à travers pas n'importe quel rendez-vous, à travers un rendez-vous olympique de nouveau. Déjà, on reprend rendez-vous. Déjà, on reprend rendez-vous. Et oui. À quel âge en 2050 moi, vous m'inquiétez voilà, là d'un coup. Et parce qu'il nous faut se donner des perspectives dans la vie. C'est ça qui va... Juste 2050, il y a aussi quand même, Edgar, et même si maintenant le temps imparti est quasiment terminé, on ne va pas se raconter d'histoire. La montagne, avec le réchauffement climatique, tout le monde se dit, on ne vivra plus la montagne comme avant, c'est-à-dire avec de la neige et du froid. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, dès 2030, des compétitions, je ne sais pas moi, à vélo, de la randonnée, parce que la montagne, elle se vit aussi comme ça au quotidien, à la fois par les montagnards, mais aussi par des sportifs. Tout à l'heure, Stéphanie Giquel, par exemple, sera là. On voit bien qu'il y a une appétence pour le sport qui serait presque une aventure. C'est le sens de l'histoire, ça correspond aux attentes de la société. 2030 doit préfigurer ce que sera la montagne de 2050. Donc effectivement qu'on travaille sur ces sujets. On a aussi un enjeu, qui est un enjeu qui concerne l'olympisme et les Jeux olympiques d'hiver, qui sont, et forcément, parce que la montagne est impactée par le réchauffement climatique, eh bien les Jeux olympiques d'hiver, eux aussi, doivent se réinventer et doivent amener ou s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et donc, effectivement, nous, dans notre approche, on veut être très pionniers sur ce sujet-là. Et donc, on va aller investiguer, enfin, on investigue déjà les possibilités d'ouvrir, tout en respectant l'ADN des sports, des Jeux d'hiver, qui sont des jeux de sport de glisse, de neige et de glace. Et bien, tout en respectant cet ADN, on veut les ouvrir aussi à des sports qui se pratiquent à la montagne, toute saison. Il nous reste 1 minute. Amélie Oudéa-Castéra, un vœu pour cette année 2025-2026 qui nous attend, et pour reprendre ce souffle. Stabiliser les moyens du sport de manière à aller plus vite, plus loin, plus fort sur l'héritage, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour la jeunesse, y compris en libérant davantage de temps pour qu'ils puissent aller faire du sport en club, travailler sur nos équipements pour pas s'arrêter sur notre lancée, faire beaucoup plus pour nos clubs et nos bénévoles. C'est pour eux que je veux avoir ce dernier message. Je sais que certains nous écoutent ici. Il y en a, on là, a besoin 180 000 clubs, 3,5 millions de bénévoles. C'est eux qui, au quotidien, font cette transmission, développent le sport, développent la pratique. C'est à leur côté qu'on doit être, parce que quand on se bat pour les budgets, c'est pas des histoires de combat entre ministères, c'est parce qu'on veut prévenir des difficultés où il y a des éducateurs qui ne seront pas renouvelés dans leur club, où il y a des clubs qui vont mettre la clé sous la porte, où il y a des bénévoles qui vont être découragés. C'est tout ça qu'il faut absolument enrayer. On a vécu un truc extraordinaire avec Paris 2024. On est tous des héritiers des Jeux. Il faut continuer à se battre, et moi de tout cœur avec eux. Un peu de souffle, Marie-Amélie, pour 2025-2026 ? Non, peut-être dans le rebond de ce qu'a dit la présidente, simplement de la considération. De la considération pour un mouvement qui est absolument extraordinaire, qui est porté dans tous les territoires par des bénévoles
Et le sport est souvent vu comme un amusement, mais je peux vous le dire, et là c'est plutôt peut-être un témoignage personnel, c'est que le sport il change réellement des vies. C'était un vrai slogan de Paris 2024, mais je pense que, en tout cas, quand vous travaillez dans un secteur comme le nôtre, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, le sport, il vous redonne un nouveau souffle de vie. Le sport, il vous redonne de l'espérance. Le sport, il vous redonne confiance en vous. Et ça, c'est pas un amusement. Ça, c'est pas anecdotique. C'est pas un amusement non plus, c'est une ambition, un souffle pour vous, Yann Cucherat, pour 25-26. Oui, évidemment, et je fais le vœu qu'on réussisse les Jeux de 2026 parce que ça sera une formidable rampe de lancement pour les Jeux de 2030. Et finalement, les meilleurs ambassadeurs pour aller chercher nos budgets, défendre nos intérêts, ce sont les sportifs avec leurs entraîneurs. Et c'est pour ça qu'on s'attelle à être au rendez-vous. 6 février, 22 février pour les Jeux Olympiques, 6 mars, 15 mars pour les Jeux Paralympiques. Un souffle vent dans le dos pour vous, Edgar Gaupiron, pour cette année. Nous, Déjà un budget, déjà une loi olympique votée, ça sera déjà pas mal. Ouais, en fait, nous, on a une gouvernance performante, on bosse sur nos fondations et pour l'instant, parce que les athlètes sont les sources d'inspiration qu'il nous faut pour faire rayonner le sport, on est à fond derrière l'équipe de France olympique et paralympique, l'équipe de France unifiée qui sera présente aux Jeux de Milan-Cortina en 2026. Et après, on récupérera le drapeau, ça revient en France. Il faut juste traverser les Alpes. Et après, on passera, voilà. Pas loin. Et après, on passera de l'autre côté des Alpes. Et ça sera à nous de jouer. Merci à tous les quatre. Je vous donne rendez-vous ici l'année prochaine. Vous aurez avancé, Edgar Gaupiron. J'espère qu'on aura progressé dans les budgets, dans l'accès à la pratique et aussi dans la haute performance. Merci à tous les quatre vraiment d'avoir ouvert cette 4e édition de Demain le Sport.